Derrière la façade d'une maison en construction à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, vivait une famille en apparence ordinaire. Delphine Ossagouel, infirmière de 33 ans, était décrite comme lumineuse et dévouée à ses 2 enfants. Cédric Jubillard, artisan plaquiste, était son mari. Ils se sont rencontrés jeunes. On construit une vie ensemble. Une maison, une famille. Mais en 2020, la façade s'effrite, le vernis craque. Le couple n'est plus qu'une ombre de lui-même. La maison, encore inachevée, est devenue le théâtre de leurs disputes, de leur silence pesant, d'un amour qui s'est éteint depuis longtemps. Delphine veut partir. Elle ne supporte plus cette vie. Elle a trouvé un nouvel amour, un confident avec qui elle échange des messages enflammés, plein de promesses d'un avenir meilleur, loin de Cagnac-les-Mines. Elle prépare activement sa séparation. Elle a annoncé sa décision à Cédric quelques semaines avant le drame. Elle veut divorcer, vendre la maison, refaire sa vie. Cédric, lui, semble ne pas accepter cette réalité. Il refuse le départ de sa femme. La situation est explosive. Le couple vit sous le même toit, mais dans 2 mondes parallèles qui ne sont plus destinés à se croiser, sauf dans le conflit. Leur quotidien est un huis clos, tendu. Les proches de Delphine décrivent un Cédric de plus en plus jaloux, possessif, parfois menaçant. Il aurait espionné son téléphone, surveillé ses faits et gestes. Il lui aurait lancé des ultimatums, mais aussi, sans que personne ne le sache encore, d'une nuit tragique qui va tout faire basculer. La nuit du 15 au 16 décembre 2020, une nuit d'hiver. Froide et banale, dans le petit village de Cagnac-les-Mines. Vers 23h, Delphine Jubillard envoie un dernier message à son amant. Une photo d'elle en pyjama, un mot tendre. C'est le dernier signe de vie qu'elle donnera. Après ce message, c'est le silence total. Son téléphone cessera d'émettre quelques heures plus tard, à quelques kilomètres du domicile. Que s'est-il passé dans la maison durant ces heures cruciales? C'est la question qui hante les enquêteurs, la famille et la France entière depuis des années. C'est Cédric Jubillard qui donne l'alerte. Le 16 décembre, à 4h09 du matin, il contacte les gendarmes. Il explique que sa femme est partie. Selon sa première version, elle serait sortie promener les 2 chiens de la famille vers 23h. Une version qui va rapidement évoluer. Il dit s'être réveillé en pleine nuit, constatant l'absence de Delphine. Les chiens, eux, seraient revenus seuls au domicile. Il semble inquiet, mais son comportement intrigue immédiatement les premiers intervenants. Est-ce l'attitude d'un mari paniqué ou celle d'un homme qui met en scène une disparition? Les gendarmes arrivent sur les lieux. La maison est calme. Les 2 enfants du couple, âgés de 6 ans et âgés de 18 mois, dorment paisiblement dans leur chambre. Rien ne semble avoir été dérangé. Aucune trace de lutte, aucune porte fracturée, aucun signe d'effraction. C'est comme si Delphine s'était simplement volatilisée. Elle est partie sans son sac à main, sans ses papiers d'identité, sans ses lunettes de vue, qu'elle portait pourtant en permanence. Elle est partie en pyjama, en plein mois de décembre. Mais quoi? Dès les premières heures, un dispositif de recherche colossal est déployé. Des dizaines de gendarmes, puis des militaires, puis des volontaires ratissent la région de Cagnac-les-Mines, les bois, les lacs, les puits de mines abandonnés. Le paysage escarpé du Tarn est fouillé. Chiens de recherche de personnes. Chiens entraînés pour restes humains. Hélicoptères survolent la zone. Plongeurs sondent les points d'eau. Mobilisation sans précédent. Angoisse de la famille. Émotion nationale. Pourtant, ces efforts ne donnent absolument rien. Pas un indice matériel. Pas une trace de pas. Pas un vêtement. Pas une goutte de sang. Vide absolu. Delphine a disparu sans laisser de traces. Comme si le sol l'avait avalée. Absence totale de preuves matérielles. Source de spéculation et de difficultés pour les enquêteurs. Comment retrouver quelqu'un qui semble s'être volatilisé? Départ volontaire très vite écarté par les proches et les enquêteurs. Pourquoi partir en pleine nuit, si proche de ses enfants? En pyjama, sans argent, sans papier. Elle préparait une nouvelle vie. Projet mûrement réfléchi. Rendez-vous pour un prêt bancaire. Elle cherchait un logement. Partir ainsi ne correspond pas à sa personnalité, ni à ses plans. Ses amis sont formels. Jamais elle n'aurait abandonné ses enfants. Le mystère s'épaissit. Si ce n'est pas un départ volontaire, que reste-t-il? Un enlèvement par un rôdeur? L'hypothèse est étudiée, mais aucun élément ne vient la confirmer. Il n'y a aucune demande de rançon, aucune revendication, aucune trace d'effraction au domicile. L'attention se concentre alors inévitablement sur la dernière personne à avoir vu Delphine vivante, son mari, Cédric.
Le scénario d'un drame conjugal, sur fond de séparation conflictuelle, devient rapidement la piste privilégiée. Les soupçons ne tardent pas à se cristalliser sur Cédric Jubillard. Son comportement, dès les toutes premières heures, détonne franchement. Il est décrit comme peu affecté par la disparition de sa femme. Il participe à peine aux recherches citoyennes. Il semble, en fait, plus préoccupé par l'attention médiatique et par le nettoyage de la couette et par la mise en machine le matin même de la disparition. Un geste anodin pour certains, mais qui pourrait être une tentative de faire disparaître des preuves. Chaque action, chaque parole est désormais scrutée à la loupe. Les contradictions dans ses déclarations sont nombreuses. Aux gendarmes, il donne des versions fluctuantes. L'heure de la dispute, les motifs, le déroulement de la nuit, tout est flou. Il parle d'abord d'un départ pour promener les chiens. Une version qui ne tient pas vraiment. Puis, il admet une dispute au sujet de leur séparation. Il prétend s'être endormi sur le canapé avant de se réveiller et de constater son absence. Mais son récit est truffé d'incohérences qui alertent les enquêteurs. Il semble construire une histoire, mais une histoire fragile, qui se fissure sous le poids des questions. Le contexte de la séparation est accablant. Les enquêteurs découvrent la jalousie maladive de Cédric. Il savait que Delphine avait un amant. Il avait installé un mouchard sur sa voiture. Il fouillait son téléphone. Il n'acceptait pas la rupture. Des messages qu'il envoie à des proches montrent sa colère et son désarroi. Il aurait même proféré des menaces. « Je vais la tuer, je vais l'enterrer, et personne ne la retrouvera ». Le 18 juin 2021, 6 mois après la disparition de Delphine, l'enquête prend un tournant décisif. Cédric Jubillard est interpellé à son domicile et placé en garde à vue. Après 48 heures d'interrogatoire, il est mis en examen pour meurtre par conjoint. Les juges d'instruction estiment disposer d'un faisceau d'indices suffisamment grave et concordant pour justifier cette décision. Cédric Jubillard est immédiatement placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Cesset, près de Toulouse. Depuis ce jour, il n'a cessé de clamer son innocence, il nie toute implication dans la disparition de sa femme. Pour lui, la justice fait fausse route. En prison, l'affaire prend une nouvelle dimension, avec l'apparition de témoignages de codétenus. L'un d'eux, Marco, un homme au passé judiciaire chargé, affirme avoir recueilli les confidences de Cédric Jubillard. Selon lui, Cédric lui aurait avoué le meurtre. Il aurait raconté s'être disputé avec Delphine, l'avoir tué, puis avoir enterré le corps près d'une ferme qui a brûlé. Il aurait même dessiné un plan. Ce témoignage est une bombe. Il semble apporter l'aveu qui manquait au dossier. Les enquêteurs organisent de nouvelles fouilles sur la base de ces indications, mais une fois de plus, elles ne donnent rien. La crédibilité de ce témoin est rapidement mise en doute par la défense de Cédric Jubillard. Marco a-t-il tout inventé pour obtenir une remise de peine? Nous sommes en septembre 2025. Près de 5 ans se sont écoulés depuis la disparition de Delphine Jubillard. L'enquête est désormais close. Cédric Jubillard, le mari et principal suspect, est toujours en détention provisoire. Il a été renvoyé devant la cour d'assises du Tarn pour y être jugé pour meurtre. Le procès, maintes fois repoussé, est attendu dans les prochains mois. Ce sera l'un des procès les plus médiatisés de la décennie. Un procès sans corps, sans scène de crime, sans aveu, sans témoin direct du drame. Un défi immense pour la justice. Le dossier repose entièrement sur un faisceau d'indices. Le comportement suspect de Cédric, ses versions contradictoires, sa jalousie, le contexte de divorce, les témoignages des voisins sur les cris entendus cette nuit-là, les confidences supposées à un codétenu. L'accusation tentera de prouver que la somme de ces indices forme une preuve de sa culpabilité. La défense s'attachera à démonter chaque élément, en soulignant l'absence de la preuve reine, le corps de Delphine. Comment condamner un homme pour meurtre sans la certitude de la mort? Pour la famille, l'attente est une torture. Leurs vies sont suspendues à cette affaire. Ils vivent dans une double souffrance. L'absence de Delphine, l'incapacité de lui offrir une sépulture digne. Leur seul espoir, que le procès fasse éclater la vérité. Ils veulent comprendre ce qui s'est passé cette nuit du 15 au 16 décembre. Et surtout, où se trouve le corps de Delphine? Retrouver sa dépouille est leur quête ultime.